C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle. Comment que tu parles comme ça, ouais? Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi, quand on entend Ils vont voir si je suis pas un bonhomme. on a l'impression que ça veut dire autre chose? Bonjour, c'est Victoire de la Maison Neuve et vous écoutez Bonhomme, le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine GQ. Cette semaine, c'est avec le joueur de handball Luka Karabatic, tout fraîchement déclaré champion de France avec son équipe du Paris Saint-Germain, que nous avons eu la chance d'échanger. Nous nous sommes parlé via nos écrans, depuis chez nous, de son rapport à son père, à son frère, le joueur de hand Nicolas Karabatic, et à sa fille de 2 ans et demi, Deva. C'est un épisode un peu différent sur le son, mais pas sur le fond. Alors on commence par sa définition du bonhomme. Pour moi, un bonhomme, je dirais que c'est, je sais pas, avant tout quelqu'un sur qui on peut compter en fait. Voilà, comme un pilier un peu, quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui je sais pas, qui impose le respect, qui assume, voilà, qui assume ses décisions et qui garde une ligne de conduite, on va dire. Et toi, t'es un bonhomme, du coup, dans cette définition? J'espère l'être, en tout cas. En tout cas, c'est quelque chose vers lequel je tends. Et j'essaye de faire en sorte de me comporter, de faire en sorte que mes actes montrent que je suis un bonhomme. Comme je disais, pour moi, un bonhomme, c'est quelqu'un qui a pas peur de prendre des décisions, qui les assume. Et moi, c'est toujours un peu ce que j'ai essayé de faire, parce que j'ai eu à prendre des décisions dans ma vie qui étaient pas faciles. Et même si j'ai eu des doutes à le faire, à chaque fois, en fin de compte, je me suis lancé. Et je pense dans ce sens-là, je pense être un bonhomme, ouais. Est-ce que tu as un exemple, justement, de moment crucial à nous raconter? J'ai baigné dans le sport depuis tout petit. J'ai eu un parcours un peu particulier parce que j'ai commencé avec le hand. Puis après, je me suis mis à faire du tennis à l'âge de 6 ans. J'ai fait les 2 sports pendant un certain temps. J'étais bon dans les 2 sports et puis finalement, j'ai persévéré dans le tennis. J'ai laissé le hand de côté et j'ai eu très vite des résultats. J'ai été champion de France à 11 ans. À 12 ans et puis à l'âge de 12 ans on m'a proposé de rentrer en sport-études donc c'était à 500 km de chez moi, donc il y a eu une première demande à l'âge de 12 ans, un an en avance. À ce moment-là on a fait le choix avec mes parents de pas le faire et puis l'année d'après c'était l'année où je devais intégrer le sport-études, donc je suis parti de chez moi à l'âge de 13 ans. Ça a été une décision assez difficile parce que voilà, la famille a toujours énormément compté pour moi et me séparer des miens, entre guillemets, c'était quelque chose d'assez dur. Donc là, déjà, ça a été une première décision assez forte. Et puis après, la deuxième décision qui a un peu chamboulé ma vie aussi, c'est qu'à l'âge de 19 ans, en fait, j'ai décidé d'arrêter le tennis, alors que c'était vraiment la voie dans laquelle, c'était toute ma vie. J'avais consacré plus de 10 ans à ça et j'ai décidé d'arrêter pour me remettre au hand, en sachant, voilà, tout le background familial que j'avais avec mon frère qui avait déjà réussi dans ce sport, tout ça. Donc c'était une décision très difficile à prendre aussi et qui a mis du temps à mûrir, où j'ai beaucoup hésité, mais finalement j'ai sauté le pas et puis au final ça s'est avéré la meilleure décision de ma carrière. Alors t'en as parlé un peu, mais du coup c'est qui les bonhommes de ta vie? Pour moi les bonhommes de ma vie, je pense que ça doit être le cas de bon nombre de personnes, mais c'est vrai que mon père avant tout, ça a été le bonhomme de ma vie, celui qui m'a vraiment tout appris, guidé parce que c'était un ancien handballeur de haut niveau, qui a joué en ex-Yougoslavie, qui est venu jouer en France, qui est venu s'installer après en France. Donc ça a été une figure vraiment, vraiment très importante pour moi parce que ça a été mon entraîneur. Il était prof de sport dans les écoles, donc c'était aussi mon prof de sport à l'école. Donc ça a été vraiment la figure, le modèle pour moi à suivre. Parce que voilà, c'était quelqu'un de très respecté dans notre communauté, qui était aussi quelque part admiré, voilà, parce que quelqu'un qui avait beaucoup d'impact sur les gens autour de lui, les jeunes notamment, avec qui il travaillait, qu'il avait comme entraîneur, comme formateur.
Donc ouais, et puis moi qui a été proche de moi et qui m'a suivi tout au long de ma carrière dans mes jeunes années. Et du coup, ton père, quel genre de masculinité il représentait? Je sais qu'il était d'origine croate, c'est ça? D'origine croate, ouais. Masculinité, déjà, c'était un physique fort. C'était quelqu'un qui en imposait, qui mesurait 1m96, qui faisait 115, 120 kilos. Donc c'était un beau bébé déjà. Donc ouais, c'était vraiment la première image de la masculinité que j'avais et qui est resté gravé en moi. C'était quelqu'un aussi qui pouvait être assez dur, assez strict, notamment avec ses deux fils, avec mon frère et moi. Donc ça a été aussi une figure paternelle assez qui nous a poussé, mais qui a été aussi strict avec nous. Notre relation a évolué avec les années, on va dire. Entre l'enfance et l'adolescence, c'était pas tout à fait la même chose. Ouais, c'était la figure paternelle. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu vois chez toi des ressemblances dans la personnalité avec ton père? Disons que moi, je débute, entre guillemets, dans la paternité. Ma fille a 2 ans et demi, donc ça commence à peine, là. Elle commence vraiment à parler, il commence vraiment à y avoir un échange. Donc c'est vraiment là où tout le processus va commencer, d'éducation, entre guillemets, même si on a aussi avant. Donc je pense que c'est à partir de maintenant que je vais pouvoir un peu mettre en place mes processus d'éducation, et je pense qu'ils seront pour beaucoup inspirés de ce qu'a fait mon père, même si mon père a eu 2 garçons, moi j'ai une fille, donc j'imagine que il y a des choses qui vont changer. Et tu te souviens quel genre de petit garçon t'étais? Moi j'étais un petit garçon hyper actif, dans le sens où j'aimais beaucoup le sport. Ça a été très tôt quelque chose qui a été ancré en moi. J'ai été élevé dans une famille sportive. Comme je disais, mon père était joueur, ensuite a été entraîneur. Donc en gros, dès que j'ai su marcher, j'étais sur un terrain avec un ballon. Donc c'était vraiment tout le temps sur le terrain, tout le temps avec un ballon, tout le temps à aller à gauche à droite. Mais en dehors d'un terrain de sport, j'étais quand même un garçon assez timide, je dirais. Mais c'était vraiment dans le sport que je m'épanouissais le plus. Et du coup, tu étais plutôt à l'aise enfant avec ta masculinité? Tu étais là où on attendait un petit garçon de ton âge? Non, je me suis jamais senti différent vis-à-vis de ça. C'était plutôt assez traditionnel, entre guillemets. Avec une cellule familiale aussi assez traditionnelle. Et mais avec toujours le sport en fond. Et je pense que en ce sens-là, c'est vrai que le sport c'est une bonne chose aussi, parce que ça te permet de structurer, d'avoir quelque chose sur quoi t'appuyer. Et moi, c'est vrai que ça a été un peu, ça m'a permis d'avoir une ligne de conduite et de pas trop m'en écarter, quoi. Et la relation avec ton frère, justement, ces liens fraternels, c'était comment? C'est une relation qui a vraiment évolué au fil du temps. Je pense que on a 4 ans d'écart, mais même si ça peut paraître beaucoup, aujourd'hui c'est insignifiant, c'est comme si on avait un peu le même âge. C'est vrai que quand t'es plus jeune, l'écart se fait un peu plus sentir, mais même avec 4 ans d'écart, on était proches, on jouait ensemble, et on a partagé beaucoup de choses. Lui après avait ses copains qui étaient qui étaient tous plus âgés que moi, mais c'est vrai que moi j'étais toujours un peu le petit qui voulait s'immiscer, qui essayait d'entrer dans la chambre, qui regardait par la trou de la serrure, des choses comme ça. Après j'étais aussi un peu le souffle-douleur de mon frère, qui s'amusait à faire des expériences avec moi, ça finissait souvent en pleurs. Donc il y avait aussi ce côté-là, et puis après une relation qui a évolué, parce que moi je suis parti, comme je disais, très jeune de chez moi. Nico est parti aussi assez tôt, donc on s'est un peu perdu entre guillemets à l'adolescence pour mieux se retrouver au final, parce que après quand moi j'ai eu 17, 18 ans, c'est là où on s'est vraiment retrouvés, et je pense qu'on a pris conscience de tout ce temps où on n'avait pas été ensemble, et la relation est devenue vraiment fusionnelle à ce moment-là. Comme mon grand frère, pompé, ressortir musclé comme mon grand frère. Je veux la réputation de mon grand frère, faire amputer la jambe d'un frère comme mon grand frère.
Et alors, du coup, ton frère et toi qui avez le même environnement professionnel, puisque vous jouez tous les deux dans la même discipline, les mêmes passions, vous êtes un peu suivis et vous jouez parfois dans les mêmes équipes. Est-ce qu'on retrouve cette notion de compétition ou au contraire de l'entraide entre vous deux? Ben ouais, nous, du coup, c'est un peu particulier parce que moi, je faisais du tennis avant, donc lui a toujours été dans le hand et resté dans le hand. Donc au tout début, il y avait même pas du tout cet esprit de compétition. Ça a vraiment été à chaque fois un moteur pour nous deux. Moi, de voir mon frère réussir comme ça aussitôt, moi, ça a été un exemple et un modèle à suivre et quelque chose qui m'a toujours motivé parce que je le regardais quelque part, je l'admirais un peu et je me disais, putain, j'ai envie de vivre la même chose, j'ai envie d'avoir du succès comme il en a. Donc pour moi, ça a toujours été quelque chose qui m'a donné envie de me battre, pour repousser mes limites encore plus, de m'entraîner plus. Enfin, voilà, c'était vraiment une motivation. Et puis après, le fait qu'on se retrouve dans le même sport au début, ensuite dans la même équipe, ensuite en équipe de France ensemble, ouais, c'était quelque part un peu irréel. Des fois, on avait encore un peu du mal à y croire parce que mon frère, il me disait, putain, mais il y a 3 ans, tu n'étais pas dans le même sport, tu devais réussir dans le tennis, jouer Roland Garros, et puis là, on se retrouve dans la même équipe, en équipe de France. Donc c'est vrai que c'était un peu fou, mais ça nous a toujours aidé à être plus forts. C'est toujours soutenu l'un l'autre, et ouais, ça nous a. Je pense qu'en tout cas, moi, ça m'a permis de progresser encore plus vite et de rattraper un peu mon retard entre guillemets, parce que comme je disais, j'ai repris le hand assez tard. Et c'est quoi, je me demandais ce que c'était les règles implicites qu'il y a entre les joueurs au sein d'une équipe, parce qu'il y a les règles du jeu, mais il y a aussi des choses qu'on nous dit pas, mais qui dictent notre manière d'agir les uns avec les autres. Je pense qu'il y a déjà il y a une forte, il y a une forte culture de la hiérarchie, je dirais. Je pense que c'est pas propre au handball, là, c'est dans beaucoup de sports co la même chose. Il y a un peu ce respect de l'ancien. Je pense que ça c'est la première chose que tu apprends et la première chose dont tu te rends compte quand tu rentres dans une équipe à l'âge adulte, quoi. Alors, l'ancien, c'est le plus vieux de l'équipe ou c'est celui qui est là depuis plus longtemps? Les deux vont souvent ensemble. T'as le respect de l'ancien, mais t'as aussi le respect de celui forcément qui a beaucoup gagné, qui a beaucoup de titres. Forcément, ça rentre en compte aussi quand dans une équipe t'as un mec qui a un gros palmarès. Après, forcément, ça va devenir parce que pour avoir un gros palmarès, il faut avoir joué un certain nombre d'années. Donc c'est vrai que mais ça y joue aussi, ouais. Et donc du coup, il y a toujours quand t'es jeune, tu rentres, tu vas porter les ballons, tu vas toutes ces petites tâches là que tu dois faire. T'es obligé de passer par là. Et donc les anciens et ceux qui sont depuis le plus longtemps dans l'équipe ne portent pas les ballons et savent que ce sont les nouveaux qui vont les porter. Ah oui, ça c'est comme ça. Il y a la question se pose même pas. Et quand t'es jeune, vaut mieux pas rechigner, vaut mieux pas te poser des questions et dire pourquoi. Non, ça marche pas comme ça. Si t'es le seul jeune qui est arrivé dans l'équipe et qu'il n'y en a pas beaucoup derrière, ça peut durer un certain temps. Si toi t'arrives, mais que derrière il y a d'autres jeunes qui arrivent derrière toi, du coup toi tu montes quelque part un peu dans la hiérarchie. Donc ouais, non, il y a vraiment cette notion de respect qui est très importante et je pense que c'est une des valeurs que le sport inculque. Alors comment on est amis dans une même équipe? Est-ce que c'est possible justement d'être amis ou on est seulement coéquipiers? Non, pour moi l'amitié, mais fait partie intégrante du sport et du sport pro notamment. Pour moi souvent ça va de pair. Après il y a des gens qui disent on n'est pas obligé d'être potes pour gagner. On a chacun à faire notre boulot, chacun fait son taf et on gagnera à la fin. Il y a plusieurs écoles, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à croire que c'est hyper important d'avoir des liens plus forts que juste le terrain si tu veux aller loin. Et moi aujourd'hui un grand nombre d'amis que j'ai, d'amis proches et de frères, c'est des mecs avec qui j'ai joué, avec qui j'ai partagé des moments sur des terrains de sport. Donc pour moi ouais, c'est hyper important. Alors être champion sportif, c'est quand même le rêve d'énormément de petits garçons. Pas tous, mais du coup c'est dans la société dans laquelle on vit, c'est vrai que certes, beaucoup de petits garçons grandissent avec cette volonté d'être footballeur professionnel, etc. Et j'imagine que c'était ton rêve. Est-ce qu'il y a une différence entre le rêve de petit garçon et la réalité?
Ouais, bien sûr que j'ai réalisé mon rêve. C'est vrai que quand t'es petit, tu regardes tout ça avec des yeux émerveillés et tu vois, ça te fait rêver et tout ce que tu veux, tout ce dont tu as envie, c'est d'être à leur place et d'être à la place des champions que tu admires et je pense que à ce moment-là, t'as pas forcément conscience de tout ce qu'il faut, de tout ce qu'il faut faire pour arriver à ça, de tous les sacrifices et de tout ce que ça demande. Donc, la différence aujourd'hui, c'est que voilà, moi, je suis un peu passé de l'autre côté de la barrière, et c'est ce que tu as envie un peu de dire à tous ces jeunes qui t'admirent ou qui te posent des questions, comment y arriver, tout ça. Voilà, t'as conscience de tout le travail que tu as accompli et de tous les sacrifices, et c'est vraiment ça, moi, à chaque fois que j'essaye de transmettre quand j'en ai l'occasion. Et alors, ta petite fille de 2 ans, elle rêve d'être championne sportive aussi, ou alors c'est complètement autre chose, ses rêves? Je pense que pour l'instant, le sport, c'est très loin pour elle. C'est vraiment pas la première de ses préoccupations. Elle est plus dans les livres, dans les dinosaures, dans les dessins animés, voilà, plein de choses comme ça. C'est vrai que moi, j'ai un peu la déformation professionnelle où tendance à vouloir faire du sport avec elle, mais pour l'instant, ça la botte pas trop. Donc voilà, je suis plus sur les histoires. Ça se passe très bien. Alors, on passe à un autre sujet. C'est quoi pour toi être viril? Pour moi, être viril, j'aurais tendance à dire, en fait, c'est de pas trop montrer ses faiblesses, en fait, de rester droit et de pas montrer, en fait, même quand ça va pas ou quand on a des doutes ou des choses comme ça. J'ai un peu tendance à l'assimiler à ça, en fait. Et toi, tu te trouves viril dans cette définition? Dans ce sens-là, plutôt, ouais, parce que je suis quelqu'un quand même je suis assez pudique et j'ai tendance à pas montrer mes émotions et à essayer d'avoir un peu le poker face entre guillemets. Après, c'est peut-être une déformation du fait d'être sportif, enfin voilà, parce que il y a ce côté dans le sport où le côté mental où il faut pas montrer à ton adversaire que t'es dans le dur ou que ça va pas ou des choses comme ça. Donc c'est quelque chose chez moi qui est assez présent, en fait. Du mal à montrer, j'ai du mal à montrer mes émotions, en tout cas. Parce que ça représente une fragilité pour toi? Ouais, c'est un peu le raccourci que j'aurais tendance à faire. Mais je pense que ça vient un peu de mon parcours sportif et depuis tout jeune. Et je pense que quelque part, c'est ce qui m'a ça m'a un peu endurci, entre guillemets. Et tu vois, je te disais que je suis parti de chez moi à 13 ans. C'était dur. Des fois, il m'arrivait le soir dans ma chambre de pleurer, tout comme ça. Je peux me cacher. Je voulais pas qu'on voit que c'était dur, que je vivais pas très bien le fait d'être éloigné de mes parents, des choses comme ça. Donc après, forcément, c'est quelque chose que j'ai gardé et avec lequel je me suis aussi un peu construit. Donc c'est vrai que tendance à essayer de rien montrer, en fait. Et est-ce qu'aujourd'hui, du coup, ça t'arrive encore de pleurer? Ça peut m'arriver de pleurer, ouais, d'avoir les larmes qui montent. Forcément, une chose qui peut me faire pleurer, c'est si je pense à mon père, si je pense à une situation à laquelle j'ai un truc que j'ai vécu avec lui ou qui me relie à un truc que je vis aujourd'hui ou quoi, ça peut vite provoquer des émotions chez moi. Et après aussi avec ma fille, c'est vrai que je me suis surpris à avoir une émotion comme ça sur un truc à la con ou dans le jardin, elle va voir un truc ou elle va dire un mot, elle va ressentir un truc et chez moi ça provoque une émotion forte et ça peut faire monter les larmes. Donc c'est vrai que voilà, ça c'est des choses sur lesquelles je peux pleurer ou avoir les larmes. Et en amour, est-ce que tu dirais que t'es quelqu'un de romantique plutôt? En amour, alors je pense être quelqu'un de romantique, même si je pense que je montre pas assez les choses. J'ai du mal à exprimer mes sentiments. Je suis quand même assez un côté un peu taciturne peut-être, même si moi je suis avec ma fiancée Jenny depuis plus de 10 ans. J'ai rencontré, j'avais 20 ans.
Donc voilà, la relation elle évolue aussi au fil des années. Mais je pense que j'ai été plus romantique dans mes premières années, même si j'ai conscience voilà que c'est un truc qui se travaille et qu'il faut surtout pas que la flamme s'éteigne entre guillemets. Une étrange créature a été vue dans les rues de Paris. Oh, il manquait plus que ça. La bête mesure 2,10 m, elle est extrêmement poilue. Ses yeux sont rouges et globuleux. En conséquence de quoi, nous appelons tous nos concitoyens à ne pas sortir de chez eux seuls la nuit. Oh, génial. Soyez prudents et ne cédez pas à la panique. Et alors, si on parle de physique, tu mesures 2,2 m, tu pèses 111 kg, tu as une barbe, tu es musclé parce que tu es sportif. Est-ce que tu as l'impression que ça a un effet sur les autres et que ça... Est-ce que ta carrure fait que les autres te respectent pour ça? Oui, bien sûr, obligatoirement. Je pense déjà quand tu fais plus de 2 mètres, forcément, quelque part, t'impressionnes un peu les gens. Enfin, voilà, moi, je compte même plus le nombre de fois on m'a dit, qu'on m'a regardé comme ça, en levant les yeux, en faisant une remarque sur ma taille ou sur mon gabarit. Donc forcément, oui, ça laisse pas les gens indifférents. Après, moi, en tout cas, personnellement, j'ai grandi assez tard, jusqu'à l'âge de 15-16 ans, j'étais à peu près dans la moyenne. Et c'est à partir de, vers 17 ans, j'ai eu une grosse poussée de croissance et j'ai vraiment grandi et je suis presque arrivé à 2 mètres. Donc c'est quelque chose qui est arrivé assez tard. Mais forcément, le physique et le fait d'être grand comme ça, quand tu arrives quelque part, ça se remarque, quoi. On voit que toi, entre guillemets. Et du coup, j'imagine que ça fait un effet différent aux hommes que celui que ça fait aux femmes. C'est quoi la différence? Ouais, du coup, les réactions sont pas les mêmes. Je pense que avec les hommes, souvent, t'as ce côté un peu, les mecs ont envie de se comparer, tu sais, ils vont venir à côté de toi, coller leur épaule à la tienne et bon, ah ouais, quand même, et un peu dans un air de défi. T'as souvent ce côté-là qui arrive. Et puis après, pour les femmes, c'est un peu différent, forcément. Je pense que elles ont en général pas trop l'habitude de voir des hommes très grands. Donc forcément, ça marque toujours un peu plus, je pense. Et du coup, quand on sait qu'on peut compter sur sa force physique, est-ce que on l'utilise ailleurs ou on l'utilise à bon escient pendant les compétitions sportives, les entraînements, etc. Le côté force physique, ouais, c'est quelque chose d'assez important. Après, ça dépend aussi un peu du sport que tu fais. Quand tu fais du handball, ce qui est un sport assez physique avec du contact, qui peut être assez violent, forcément il y a quelque chose avec la force et le côté physique et tu fais beaucoup de musculation, il faut être fort. Donc c'est quelque chose que tu apprends à développer et parce que c'est quelque part aussi une armure que tu te crées parce qu'il faut que tu sois fort si tu veux pouvoir être performant, résister au choc, plein de choses comme ça. Donc c'est vraiment une armure que tu te crées et qui te permet d'être protégé et de performer et d'être bon dans ce que tu fais en fait. Est-ce que tu as déjà regretté d'avoir utilisé ta force, justement? Non, j'en ai pas le souvenir. Déjà, j'ai pas le souvenir de m'être battu avec quelqu'un dans ma vie. Je me suis chamaillé avec mon frère, peut-être même jusqu'à se battre. Allez, peut-être, je sais pas, mais avec quelqu'un d'autre, je me suis jamais battu en fait dans ma vie. J'ai jamais eu un conflit où j'en suis venu aux mains ou des choses comme ça. Ouais, c'est pas dans ma nature. Vraiment, peut-être parce que justement les autres n'osent pas non plus. Peut-être. C'est vrai qu'il y a ce côté-là aussi, peut-être le fait d'être grand et costaud, peut-être que ça impressionne. Après, quand j'étais plus jeune, comme je disais, j'avais pas ce gabarit-là et c'est pas pour autant que je me suis battu. Donc, je pense qu'il y a pas que ça. Mais ouais, c'est vrai que à partir du moment où j'ai fait 2 mètres, je pense que les gens y réfléchissaient à 2 fois avant de. Mais non, franchement, je suis quelqu'un assez peace, j'aime pas la violence, même si je fais un sport qui est assez violent, mais non, en dehors de ça, je suis pas comme ça. T'as toujours été à l'aise avec ton apparence physique? Non, pas forcément. Je pense surtout à l'adolescence.
Ouais, où il y a eu des périodes un peu compliquées, ouais, un peu d'acné, pas mal d'acné même à un moment donné, des petits trucs à la con. Enfin voilà, je me souviens, j'avais une petite moustache qui commençait à pousser quand j'avais 13-14 ans et je sais que je le vivais pas très bien. J'étais là, j'essayais de la couper avec un ciseau, avec les ciseaux que j'avais dans ma trousse d'école, des trucs comme ça. Donc ouais, je sais que ça c'est un truc qui me gênait un peu. Donc ouais, plus j'ai grandi et plus j'étais plus mieux je me suis senti dans mon corps. Mais ça a été un processus. Ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, quoi. Est-ce que tu trouves que ton apparence physique représente bien qui t'es à l'intérieur? Ben du coup, comme je disais que ouais, je suis quelqu'un d'assez, je suis quelqu'un de peace, de cool, d'assez tranquille. Voilà, je suis pas quelqu'un ouais, de bagarreur ou voilà, de violent, comme je disais. Je me suis jamais battu, donc quelque part c'est un peu en opposition avec mon apparence où ouais, je suis grand, ouais, costaud, j'ai la tête rasée. Donc ouais, quand on me voit, on pourrait penser autre chose, quoi. Donc, mais j'ai l'impression que c'est quand même souvent assez le cas. Au final, tu te rends compte que souvent les mecs grands ou costauds, ben, au final, c'est des mecs gentils et c'est rigolo à dire, mais souvent c'est plus. J'en rigole souvent avec certains potes à moi qui sont petits et toujours c'est les plus petits, les plus teigneux. Donc, ça me dit que souvent ça se vérifie, quoi. Est-ce que tu es quelqu'un qui prend beaucoup soin de lui, ta barbe, ta peau, la façon dont tu t'habilles ou pas? Ouais, je prends assez soin de moi. Du coup, bah, je fais quelque part aussi un métier d'image aujourd'hui parce que on a des matchs, on passe à la télé, on a des interviews, des choses comme ça. Donc quelque part, pour moi, c'est une obligation. Je me dois de bien présenter entre guillemets. Donc ouais, je fais attention à moi. Maintenant, moi j'ai une barbe, ça fait longtemps et quelque part ça fait partie un peu c'est une part de moi aujourd'hui. Je me vois pas sans la barbe, donc c'est quelque chose que j'entretiens souvent chez le barbier. Voilà, le coiffeur aussi, j'essaie d'y aller assez souvent. Donc ouais, je prends quand même soin de mon apparence. J'aime bien m'habiller. Donc ouais. Et un autre sujet, est-ce que tu as des angoisses, des peurs, des phobies? Des angoisses, des phobies. Ouais, ben un peu la mort forcément. C'est quelque chose là de assez qui peut de temps en temps un peu m'angoisser et bah c'est quelque chose waouh, j'étais confronté à ça assez jeune au final parce que j'ai perdu mon père assez jeune et d'autres membres de ma famille aussi avant. Donc ouais, c'est quelque chose qui m'angoisse un peu. Enfin, je sais pas si c'est tous les gamins comme ça, mais c'est vrai que moi très jeune quand j'allais en Croatie, j'allais avec mon père quand il allait sur la tombe de son père. Je avais 10 ou 12 ans, ben à chaque fois je pleurais. Ça me faisait quelque chose, même si j'avais pas forcément bien connu tout ça, mais ouais, ça me provoquait quelque chose. Et même aujourd'hui, ouais, c'est quelque chose qui peut un peu m'angoisser de temps en temps. Et ouais, le fait de pas savoir ce qu'il y a après, c'est vrai que des fois ça peut un peu être angoissant. Est-ce que quand on devient papa d'une petite fille, il y a des choses qui changent dans notre perception de la masculinité, de la féminité? Est-ce qu'on comprend des choses dont on n'était pas conscient avant? Bah ouais, je pense. Et puis je pense aussi le fait d'avoir quand tu deviens père et quand tu as une petite fille, enfin moi je trouve que ça change encore ta perception des choses. Et dans le monde actuel, quand on voit voilà tous les problèmes qui sont en train de remonter à la surface sur la place de la femme et donc moi déjà je suis content d'avoir une fille aujourd'hui voilà qui va grandir dans un monde où la femme va petit à petit être en train vraiment de prendre la place qu'elle doit avoir et qu'elle va pouvoir vivre dans une société, je l'espère, qui sera vraiment égalitaire. Pour moi c'est quelque chose de très important. Donc forcément je suis encore plus attentif à ces problèmes-là et à ces questionnements-là. Tu vas avoir 32 ans bientôt. Est-ce que tu te projettes dans l'avenir? Tu sais si tu as des objectifs, des choses que tu vas accomplir? Non, c'est compliqué parce que déjà je sais pas qu'est-ce que je ferai quand une fois que ma carrière dans le valeur se terminera.
Donc déjà, c'est un peu une inconnue. C'est toujours un problème chez le sportif, l'après-carrière et qu'est-ce qu'on va faire. Et donc c'est toujours un questionnement, surtout que quand t'es handballeur, nous, on gagne bien notre vie, mais on n'est pas, on sait qu'on devra travailler une fois que, à part pour certains, un petit nombre, mais pour le reste, on sait qu'on devra faire quelque chose et travailler. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, j'y pense assez souvent et je me pose la question, qu'est-ce que je vais faire après, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez curieux et j'ai envie de découvrir d'autres choses. Donc je me dis que je serai peut-être pas dans le hand, peut-être dans le sport ou pas, mais j'ai envie de voir d'autres choses. Et puis j'ai envie d'être là pour pouvoir grandir mes enfants s'il y en a d'autres qui arrivent et être là pour ma famille. Je pense que ça, pour moi, c'est le plus important, vraiment d'être là pour eux. Et ouais, c'est le plus important. Et alors du coup, en se projetant dans un peu moins longtemps, est-ce que tu sais la première chose que tu veux faire à la fin de ce confinement? À la sortie du confinement, forcément, j'ai envie de voir mes potes. C'est la première chose qui me vient à l'esprit comme ça. Boire un coup tous ensemble, faire une bringue, décompresser, échanger avec eux, dire comment on a vécu ça, dire que c'est derrière nous. Ouais, c'est vraiment ça dont j'ai envie, quoi. C'est le premier truc qui me vient à l'esprit, parce que bon, les apéros en visio, c'est bien, mais c'est vrai que ça remplace en rien les trucs dans la vraie vie. J'ai un de mes meilleurs potes qui a fait ses 30 ans, il y a 3 jours, et donc ouais, j'ai envie de boire un coup avec lui et d'écouter ça en vrai, quoi. Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez. Si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maisonneuve et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt.